Imaginons un instant une équipe de scientifiques de très haut niveau. Des chercheurs qui passent leur journée sur des diagnostics de pointe pour le cancer. Ouais, des cerveaux brillants qui repoussent les limites de la médecine. Exactement. Leurs journées sont littéralement consacrées à sauver des vies. Et pourtant, cette même équipe laisse échapper 4 millions d'euros de financement qui lui reviennent de droit. Ah oui, 4 millions, c'est pas une petite somme. C'est énorme. Et le pire, c'est la raison. C'est juste parce que ces ingénieurs ont une horreur absolue de remplir des tableaux Excel gouvernementaux hyper labyrinthiques. Jeter tout cet argent par la fenêtre juste à cause d'une phobie de la paperasse, ça semble complètement absurde, non? Totalement absurde, ouais. Mais en fait, c'est une réalité d'entreprise super courante. Et c'est justement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans le business florissant du financement de l'innovation et de la R&D, en nous basant sur le rapport annuel 2025 d'une entreprise tech nommée Innoscripta SE. Un rapport qui vient d'être publié, là, sachant qu'on est en mai 2026. Et pour vraiment saisir l'enjeu ici, il faut d'abord regarder les dimensions titanesques de ce marché. Parce que l'innovation mondiale, elle fonctionne avec un carburant très spécifique, l'argent public et privé. Bien sûr, sans capitaux, pas de recherche. Voilà. Et rien qu'en 2023, les dépenses intérieures brutes de R&D dans la zone OCDE, ça s'élevait à 1,9 billion d'euros. Attends, 1,9 billion, donc 1900 milliards d'euros. C'est ça, 1,9 avec 12 zéros derrière. C'est un océan colossal de capitaux en mouvement. Et une énorme proportion de cet argent est soutenue ou remboursée par les États via des crédits d'impôt. Des crédits d'impôt qui sont, j'imagine, un enfer administratif. Un cauchemar. Donc le vrai problème, c'est pas le manque de fonds, c'est la friction pour y accéder. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment Innoscripta, avec sa plateforme SaaS, très spécialisée, donc un logiciel fourni comme service, a transformé cette galère bureaucratique en une entreprise ultra rentable, avec des marges bénéficiaires de plus de 60%, ce qui est fou. Et surtout, ce que ça révèle sur l'économie mondiale de l'innovation. Ok, décortiquons tout ça. Commençons par la source de cette friction. Pourquoi c'est si incroyablement difficile pour une boîte innovante de se faire rembourser sa recherche? Je veux dire, on pourrait se dire qu'il suffit d'envoyer les factures à l'État et c'est bon. La difficulté, elle vient du décalage temporel entre la loi et la technologie. Tout repose en fait sur un document central, le manuel de Frascati. Le manuel de Frascati. Ça sonne très académique, ça. C'est la norme mondiale de l'OCDE depuis 1963. Ce manuel dicte aux autorités fiscales comment définir ce qui est une vraie activité de recherche. Attends, 63? Mais à l'époque, la recherche, c'était des chimistes en blouse blanche et des prototypes en métal. Exactement. Et aujourd'hui, l'innovation, ça ressemble plus du tout à ça. Comment tu appliques une définition de 63 à un ingénieur qui entraîne une IA sur un ordi depuis un café? Ah ouais, est-ce que coder, c'est une expérience scientifique au sens fiscal du terme, quoi? C'est toute la zone grise. Et c'est précisément là que les dossiers de remboursement sont rejetés par le fisc. Traduire le travail d'une biotech d'aujourd'hui dans le vocabulaire juridique d'il y a 60 ans, c'est un champ de mine. Je vois. Et la situation est particulièrement explosive en Allemagne en ce moment. Ils ont introduit un programme d'allocation pour la recherche en 2020 et l'État veut tellement stimuler l'innovation qu'ils ont monté la base d'évaluation à 12 millions d'euros par an, là, en 2026. Ils ont même accéléré le mouvement, non? J'ai lu que depuis le 1er janvier 2026, il y a une majoration forfaitaire de 20% sur les dépenses éligibles. C'est ça. Et sans même nécessité de preuves individuelles exhaustives. L'État allemand crie littéralement « Prenez cet argent pour innover ». Mais les boîtes restent paralysées par le labyrinthe administratif. Voilà. Et c'est là qu'intervient Innoscripta avec son logiciel phare ClusterX. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont ce logiciel résout ce blocage. Il intègre directement les directives du gouvernement et la logique du fameux manuel de Frascati dans son code source. Donc, si je résume, c'est un peu comme posséder une application de traduction magique. Une traduction magique, ouais. Une appli qui prendrait les notes complètement chaotiques d'un ingénieur dans un labo et qui les transformerait, paf, directement en un chèque de remboursement fiscal du gouvernement. C'est une excellente analogie. ClusterX agit en réalité comme un auditeur financier et technique intériorisé. Il numérise, il documente et il gère les projets en temps réel. Donc le logiciel va fouiller dans les données RH pour voir à quelle heure un ingénieur a badgé. Ensuite, il croise ça avec le logiciel du labo pour voir l'expérience en cours à cette minute précise et il associe le tout au bon code fiscal. C'est exactement ça. Et la valeur ajoutée primordiale, c'est la sécurité juridique. Face au fisc, qui distribue des millions et qui a une peur bleue de la fraude, présenter un vieux tableau Excel rempli à la main 6 mois plus tard,
Ça éveille tout de suite les soupçons. Forcément. Clusterix, lui, crée une piste d'audit systématisée et aura datée. Pour un directeur financier, c'est la garantie absolue de dormir sur ses deux oreilles sans redouter un redressement fiscal dans 5 ans. D'accord, je comprends bien la mécanique sur le papier. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Les grandes multinationales de la recherche, elles ont déjà des armées de comptables et de juristes en interne. Ouais, des étages entiers même. Bah oui, alors pourquoi elles auraient besoin de faire appel à une start-up externe pour gérer ça? Prenons un cas concret pour comprendre. Très bien, regardons l'étude de cas de Leica Biosystems. C'est une marque du gigantesque groupe Danaher qui fait des diagnostics de très haute précision pour le cancer. D'accord, donc c'est pas une petite PME. Non, c'est 320 employés basés en Allemagne. Leur quotidien, c'est de la R&D hyper complexe pour détecter les tumeurs plus vite. Donc leur niveau d'expertise est stratosphérique. Et pourtant, la direction avoue que sans Innoscripta, ils n'auraient jamais demandé ces fonds. Jamais. Une filiale spécialisée dans le cancer abandonnait littéralement des millions d'euros. Pourquoi? Par manque de personnel dédié. La compta classique parle pas le langage de la recherche et les chercheurs refusent de parler compta. Le pont entre ces deux mondes demande un effort de traduction épuisant en fait. C'est ça. Mais avec ClusterX, l'effort interne des équipes de Leica n'a représenté que 2 à 3 semaines personne. Attends, vraiment? 2 à 3 semaines d'efforts administratifs pour récupérer l'argent de plusieurs années de travail. C'est chirurgical. Le logiciel a tout aspiré. Les données RH, la complexité des contrats, les temps partiels, les congés maladie, et a superposé ça avec les jalons techniques des projets. Résultat final, 4 millions d'euros de financement obtenus pour la période 2020 à 2024. Ah ouais. Le retour sur investissement de ces 3 semaines est juste stupéfiant. Et ça a créé un effet boule de neige d'ailleurs. Le groupe Danaher a vu ça et a déployé Innoscripta dans 9 de ses autres boîtes. Exactement. Ce qui a généré 30 millions d'euros de demandes, dont 15 millions ont déjà atterri sur les comptes du groupe. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Le directeur de Leica affirme que c'est un système avec zéro risque, sans achat de licences coûteuses en amont. Si le système est véritablement sans risque financier et demande si peu d'efforts, pourquoi absolument toutes les entreprises ne l'utilisent pas? C'est une bonne question. Est-ce que c'est juste un manque de notoriété ou bien y a-t-il un piège caché quelque part? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le premier obstacle, c'est l'inertie institutionnelle. Documenter la R&D sur des vieux tableurs tentaculaires, c'est une habitude ancrée. Changer ça effraie les grands groupes. La peur du changement, quoi. Voilà. Et puis, le marché allemand de cette allocation date seulement de 2020. Beaucoup de décideurs ignorent qu'une telle solution existe. Quant au modèle économique, il n'y a pas de piège, c'est juste une capture de valeur très intelligente. C'est-à-dire? Le sans risque initial, ça veut dire qu'Innoscripta se rémunère au succès, via des commissions indexées sur les montants récupérés. Il transforme un centre de coût pour le client en un centre de profit partagé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si Innoscripta génère tous ces millions pour ses clients de manière invisible, ça doit se voir dans ses propres bilans. Ah bah, les chiffres de 2025 défilent littéralement les lois de la gravité financière. À la fin de l'année, ils ont franchi le cap des 2500 clients. Donc ils ont intégré plus de 2 nouvelles boîtes par jour en moyenne. C'est un rythme de malade. C'est fou. Mais le plus frappant, c'est pas l'acquisition, c'est la rétention. Leur taux de désabonnement, le fameux churn rate, est inférieur à 2%. Moins de 2%. Dans le logiciel SaaS, c'est un indicateur de dépendance pure et dure. Totalement. Une fois que l'algorithme génère des millions en pilote automatique tout en te protégeant du fisc, débrancher Clusterix serait un suicide financier. Et cette rétention massive se traduit par des revenus ajustés de 104 millions d'euros, plus 59,4% sur un an. Mais parlons de la rentabilité. L'EBIT ajusté, le bénéfice d'exploitation, est de 63,6 millions d'euros. Ce qui donne une marge hallucinante. 61,1% de marge. Dans le monde de l'entreprise classique, on sabre le champagne pour 15%. Là, pour chaque euro facturé, plus de 60 centimes finissent en profit direct. Comment c'est structurellement possible? C'est l'ultra-scalabilité du modèle. Le vrai coup pour Innoscripta, c'était l'ingénierie du début, comprendre la loi fiscale et la coder. Mais une fois la plateforme bâtie, ajouter un 2501e client, ça nécessite presque aucune ligne de code en plus. Le coût marginal tend vers zéro, quoi. C'est ça. Les revenus explosent, mais les coûts d'exploitation bougent à peine. Ce qui explique leur taux de croissance annuel composé, le fameux TCAC de l'EBIT ajusté, à 90,5% entre 2022 et 2025. Et ça débouche sur un bénéfice net de 42,6 millions d'euros. Ils ont tellement de liquidités qu'ils ont proposé un dividende massif de 24 millions, soit 4 euros par action.
Une telle force de frappe mène forcément à la bourse. Bien sûr. L'IPO a eu lieu en mai 2025 sur le segment Scale de Francfort. Prix d'émission à 120 € avec un sommet rapide à 132,40. Et l'action a clôturé l'année à 90,30, une volatilité assez classique pour la tech en hypercroissance. Oui, les premiers mois publics sont toujours agités. Mais ça ne change rien à leur stratégie opérationnelle. D'ailleurs, en avril 2026, ils ont relocalisé leur siège social à Tutzing en Bavière. Pour séparer la holding stratégique des opérations quotidiennes. Ils appliquent à eux-mêmes l'optimisation clinique qu'ils vendent à leurs clients. Mais pour maintenir cette hypercroissance, il faut une sacrée machine humaine derrière, non? Un logiciel signe pas 2 contrats par jour tout seul. C'est clair. Et la culture d'entreprise chez Innoscripta, avec ses 322 employés en moyenne, est très particulière. Près de la moitié des effectifs travaillent dans les ventes. 50% de commerciaux, ouais. C'est une vraie armée, et ils utilisent un outil d'IA interne, le pitch deck, pour standardiser leur discours. Ça garantit que chaque prospect reçoit un argumentaire calibré à la perfection. Et cette systématisation s'accompagne d'une culture de méritocratie assez brutale. Les promotions et les salaires sont corrélés uniquement à la performance chiffrée. L'âge, le genre, l'ancienneté, on s'en fiche. J'ai lu que des employés débutants pouvaient taper des salaires à 6 chiffres très rapidement si leurs résultats suivent. Et ils ont une forte participation au capital action. Quand ton salaire dépend de tes ventes du mois et que ton patrimoine dépend de l'action en bourse, tu penses forcément comme un actionnaire agressif. On a vraiment l'impression qu'ils gèrent l'humain comme une extension du code. Tout est escalabilité. Mais est-ce que ça s'exporte bien les skives? Parce que l'internationalisation, c'est leur prochain terrain de jeu. Début 2026, ils ont ouvert des bureaux aux États-Unis et en France, à Balma plus précisément près de Toulouse, et le Royaume-Uni est en préparation. C'est là que je m'interroge, figure-toi. Le code fiscal français, c'est un enfer légendaire. Le crédit d'impôt recherche à ses propres jurisprudences. Ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Comment un logiciel s'adapte sans devoir être entièrement recodé? La réponse, c'est leur architecture no-code. La logique fiscale est séparée du cœur du logiciel. Pour intégrer les lois françaises, les équipes utilisent des interfaces visuelles. Ah, donc ils cartographient la loi directement dans le système. Voilà. Et le résultat, c'est qu'il ne leur faut que 2 semaines pour configurer l'application aux exigences d'un nouveau pays. 2 semaines pour hacker légalement un nouveau marché national. C'est vertigineux. Mais au milieu de cette course au profit, on découvre le projet Watamu au Kenya. Et c'est pas juste signer un chèque pour un gala. Non, ils appliquent leur logique de pérennité à la philanthropie. Ils ont construit un centre médical avec des soins gratuits, en couvrant 12 mois de salaire pour le personnel, et une bibliothèque alimentée par des panneaux solaires. Ils fournissent l'infrastructure et l'énergie autonome. Ils gèrent un projet social exactement comme un produit SaaS. Cela soulève une question importante pour l'avenir. Quand on regarde tout ça, Innoscripta n'est pas juste un vendeur de logiciels comptables. En supprimant cette friction administrative, ils agissent comme un catalyseur pour l'innovation mondiale. Ils reconnectent l'argent public au microscope des labos. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Leur rapport mentionne la volonté d'élargir ClusterX à la conformité internationale et au prix de transfert. C'est là que ça devient fascinant. Une fois implanté dans le système nerveux d'une entreprise pour traquer sa R&D, l'utiliser pour tout le reste est une évidence. Mais poussons la réflexion au bout. Si une seule plateforme centralisée et documentée à la minute près toutes les données de recherche des entreprises les plus innovantes au monde, Innoscripta ne risque-t-elle pas de devenir le gardien de données le plus puissant du progrès technologique mondial? Une entité qui saurait avant même les marchés qui cherche quoi et quelles révolutions sont sur le point d'éclore. Se positionner pour financer le progrès, c'est se placer au carrefour de la connaissance et du capital. La résolution d'un problème administratif hyper ennuyeux pourrait bien être le cheval de Troie vers la base de données la plus précieuse de l'économie moderne. Il sera passionnant d'observer leur évolution et de voir comment la paperasserie, souvent perçue comme un frein, devient ici le moteur inattendu de l'innovation. Gardons en tête que l'ennui bureaucratique peut dissimuler les modèles économiques les plus redoutables de notre époque.